Vous écoutez Cinéphile de notre temps. Notre invité arrive au cinéma par la musique. Son premier film, 14 ans, sorti en 2020, raconte l'été de 3 jeunes filles, tout en chansons et en couleurs bariolées. Avant cela, elle a aussi créé des émissions de radio pour France Culture et France Inter, où elle explore entre autres le territoire du rêve ou la figure du dandy. Encore avant, elle a fait beaucoup de spectacles, et même une BD musicale, où elle raconte, toujours en musique, l'épopée d'une grande et belle fille rousse sur une moto. Et encore avant, elle faisait des disques, ce qu'elle fait toujours aujourd'hui d'ailleurs, et son dernier en date s'intitule « Corse, île d'amour ». La musique est le lien qui unit toutes ces activités, un peu comme un anneau qui la gouvernerait toute. C'est une musique pop, acidulée, rêveuse, qui se met en image dans plusieurs vidéos au ton tout aussi rêveur, en pellicule ou en numérique, dans une piscine ou en mer, dans un hôpital psychiatrique ou en pleine forêt. Nous sommes très heureux, Clément et moi, d'accueillir aujourd'hui à notre micro, en direct de la Cinémathèque française, Barbara Carlotti. Bienvenue et merci beaucoup d'être parmi nous. Merci pour cette présentation. Avec plaisir. On va enchaîner sur une petite citation, peut-être que ça te fera réagir. Alors, j'avais mon oncle qui faisait des films de vacances. Notre imaginaire est attiré par une réalité et cela devient le début de quelque chose. Alors mon intérêt pour le cinéma vient de là. Après, à 15 ans, j'ai eu des caméras, j'ai filmé, puis ensuite je suis passé à la musique. Je suis allé beaucoup au cinéma. À 14 ans, j'allais au Ciné Vogue, qui était mon endroit fétiche car le patron m'adorait et je pouvais chanter entre les actualités et le film. Et alors bon, je l'ai pas récité en chantant cette citation parce qu'elle vient de Christophe, le chanteur. Ah, mais ouais, c'est ça. Et j'aurais du mal à imiter sa voix. Oui, c'est vrai que Christophe était extrêmement cinéphile et il connaissait très bien les films. Enfin, il avait même une collection en fait de films chez lui pendant tout un temps. Il avait acheté les pellicules, je crois, de la Dolce Vita. Oui, et c'est devenu une légende, ça d'ailleurs. Ouais, ça c'est une légende, mais c'est une vraie légende pour le coup. Ça a vraiment existé. Et puis à un moment donné, il s'est fait un peu embêter par... en fait, on n'avait pas le droit de projeter des films comme on voulait. Il avait une salle et il projetait des films pour ses amis. Et un jour, quelqu'un a eu l'indélicatesse de raconter ça en haut lieu. Et donc, on lui a interdit tout ça. Je crois qu'on lui a pris un certain nombre de pellicules et il était tellement dégoûté qu'il n'a plus jamais voulu faire ça. Mais je pense qu'il regrettait pas mal parce que c'était sa grande passion. Et est-ce que c'est quelque chose qui te parle, toi Est-ce que ta cinéphilie, elle entre en résonance un peu avec celle de Christophe ou pas du tout? Je sais qu'il adorait Lynch, par exemple, ou pas mal des films hollywoodiens, je sais pas. En fait, nous, on a surtout parlé de musique, de rock and roll et tout ça avec Christophe, et on n'a pas trop parlé de films quand on se voyait. Mais par contre, j'ai lu beaucoup de choses sur lui qui parlent de films et qui sont très intéressantes. Donc, je sais pas. Après, je crois que aussi ça nourrissait sans doute sa façon de faire de la chanson. Et puis, il a quand même fait des bandes originales de films, en fait. Le dernier, c'était celui de Bruno Dumont. Dans lequel il apparaît aussi. Dans lequel il apparaît et ses chansons sont sublimes. Enfin, moi, vraiment, cette bande-son, je l'ai vraiment beaucoup écoutée aussi. Donc, je pense que, de toute façon, le cinéma, c'est un art total, c'est l'art total du XXe siècle. Et finalement, c'est comme l'opéra au XIXe. Il y a quelque chose qui peut englober tout et dont la musique fait partie, quoi. Et je pense que quand on fait de la musique, de toute façon, il y a toujours quelque chose de l'ordre de voir ce qu'on entend. Donc, moi, c'est ça, en fait. Et j'ai toujours... la première chanson que j'ai faite, qui a eu un peu de succès, qui s'appelait Cannes, c'était sur le festival de Cannes. Donc, c'était aussi en hommage à un ami qui fait de la musique de film, qui s'appelle Grégoire Hetzel, et qui allait pour la première fois à Cannes cette année-là et qui me racontait en fait ce qu'il vivait. Et voilà. Et donc, je pense qu'il y a il y a des sortes d'allers-retours de façon constante. Il y a beaucoup de réalisateurs qui font de leur musique de film.
Bon, je pense évidemment tout de suite à Quentin Dupieux parce que le plus contemporain de nos Français. On va en reparler d'ailleurs de Quentin Dupieux. Ouais, mais Satyajit Ray, par exemple, il faisait aussi sa musique de film. Donc, Ouais, il y a, voilà. Et je pense que le réalisateur est aussi un musicien, en fait. De toute façon, dans la façon de déployer ses images et tout ça, il y a toujours une idée de la musique qui l'accompagne. Donc, pour moi, c'est indissociable quelque part. Et je pense que surtout quand on est artiste, on est autant captivé par les images que par le son, quelque part. Enfin, en tout cas, tous les réalisateurs que je connais autour de moi, que ce soit Serge Boson, par exemple, moi, quand je l'ai connu, c'était vraiment mode son premier film, enfin, son premier court-métrage. Il était fan de Northern Soul, il m'a fait découvrir énormément de musique aussi. Donc, en fait, tous ces réalisateurs autour de moi sont des grands amateurs de musique. Donc, pour moi, depuis que je suis gamine, enfin, depuis que j'ai 18, 20 ans, enfin, que je côtoie des gens qui font du cinéma, je me rends compte qu'il y a un lien extrêmement étroit, quoi. Ouais, on va toujours faire des allers-retours dans l'émission entre musique et cinéma, de toute façon. Et on va commencer par ton portrait. La première question qu'on t'a posée, c'est si tu étais une île au cinéma. Alors tu nous as répondu par 3 îles. La première, c'est celle Moi, je sais jamais de Corse. choisir. C'est toujours difficile. Mais la première, du coup, c'est la Corse, dans Adieu Philippines. Ouais. Et j'ai cru comprendre que c'était un endroit qui t'était assez cher quand même. Oui, moi j'ai grandi à moitié entre la Corse et la banlieue parisienne, qui était un environnement beaucoup moins exaltant d'un point de vue physique, de l'atmosphère et tout ça, bien sûr que la Corse. Donc la Corse, pour moi, ça reste. Et puis le fait que ce soit une île, que ce soit clos que ce soit un endroit clos sur lui-même, qu'on soit, c'est très rattaché à l'enfance, pour moi, à la liberté, et aussi à une nature exubérante, en fait, parce que dans le centre de la Corse, il y a des grandes cascades, il y a le maquis, il y a aussi beaucoup d'arbres au printemps, etc. Il y a vraiment une végétation folle, en fait, que évidemment j'aurais jamais découverte si j'étais pas en Corse. Donc pour moi, la Corse, c'est aussi la nature sauvage, et c'est pour ça que d'ailleurs j'ai dit Adieu Philippines, parce que ce que j'adore dans ce film, c'est que en fait, on voit la Corse dans les années 60, quand les routes sont pas du tout encore comme aujourd'hui, beaucoup plus larges et tout. C'est vraiment un pays qui s'ouvre tout juste au tourisme. Oui, c'est assez drôle et c'est ce d'ailleurs qu'on parce découvre, que parce qu'ils vont dans ça un commence centre. par le Club Med en Ouais. fait, et il y a une faune, enfin il y a une population quand même très nombreuse, c'est beaucoup plus industriel, c'est vraiment, il y a beaucoup de monde quoi. Et dans la deuxième partie du moment où ils sont en Corse, ça devient beaucoup plus sauvage en Ouais, fait. voilà. Donc, En il y a une fait, après, ils opposition. se perdent et tout ça, sur les routes et tout. Enfin, il y a quelque chose de. C'est le début de ça, de ce tourisme de masse. Mais en fait, c'est localisé à des petits endroits circonscrits. Parce qu'en fait, la Corse à l'époque, c'est impraticable. Les routes sont toutes petites. Il y a sans arrêt des tournants. Faut vraiment pas avoir le mal de mer quand on va circuler en Corse. Donc, en fait, ça m'amuse beaucoup, en fait, ça dans Adieu Philippines. Mais. Voilà, c'est juste que il y a quelques films où la Corse est représentée, mais pas tant que ça en fait à cette époque. Elle est pas trop filmée. Donc il y a un film, j'avais découvert, il y avait un film avec Brigitte Bardot qui chantait d'ailleurs en Corse, mais je me rappelle plus du nom de ce film. Mais il y a quelques films complètement inconnus de l'époque où on voit la Corse justement dans les années 50-60, mais c'est assez rare en fait. Donc c'est pour ça que je voulais parler de ce film-là. Et après, sur tout l'aspect l'exubérance de la nature, sa qualité presque mystique, dans le film de Mandico, Les Garçons Sauvages, c'est complètement baroque, en fait. Et ça, pour le coup, il y a quelque chose qui me correspond vachement là-dedans. C'est comme ça que j'ai découvert Bertrand par ce film. Et que je l'ai rencontré en plus au festival de cinéma à Nantes, SoFilm. Et on a beaucoup parlé, mais voilà, en fait, il y a quelque chose que la nature elle est, Donc, très sensuel. elle est sensuelle, elle est même extrêmement sexuelle dans son Oui, film. même sexuel d'ailleurs. Mais aussi, elle a une vie propre en fait. Elle peut prendre le pas sur les humains en fait. Et moi, j'ai cette sensation quand je suis en Corse en fait, c'est que la nature sauvage, elle est plus présente que l'homme. Elle a presque
elle agit en fait sur l'humain plus que voilà que le reste. Enfin, pour moi, il y a quelque chose de cet ordre-là. Je peux me perdre des heures dans la nature en Corse. J'ai ce plaisir et tout ça. Et d'ailleurs, ça, je le montre un tout petit peu. Je l'ai à peine esquissé dans mon court-métrage, mais il y a un peu de ce truc que la nature nous parle. C'est comme dans Baudelaire, quoi. Elle est là et elle nous adresse des messages quand on est vraiment au centre de la nature sauvage, quoi. Quand on se frotte à elle, quoi. Et chez Mandico, il y a vraiment ça. La nature est là, complètement on se frotte vide. vraiment à elle, Et là, puis il se passe frotte des à choses, fond, là, ouais. La nature éjacule dans ces films, c'est ça qui est drôle. Mais c'est marrant, cette idée d'une île, justement, Ouais. en vase clos sur elle-même, qui prend le pas sur les humains. On Ouais. retrouve un petit peu ça dans ta troisième île, Ouais. sur... alors, je me trompe toujours dans le titre, voilà. Vers un destin insolite sur les flots bleus de l'été. C'est très difficile de se rappeler de ce titre. Et le titre est Moi, je assez me long. rappelle juste sur les flots bleus vers les flots bleus de l'été, Et voilà, mais c'est quand vers même- un destin insolite. Mais en fait, c'est ce film. Et il y a une certaine sensualité aussi, en fait. Il y a une immense sensualité, mais c'est aussi parce que comment s'appelle cette réalisatrice C'est Lina Wertmüller. Lina Wertmüller, voilà, géniale, que j'ai découvert. Bah ça, j'ai découvert sur Arte Récemment, oui. récemment, voilà. Et j'ai eu une sorte de flash. Je voulais que tout le monde voit ce film. Déjà parce qu'il est politique, qu'il est hyper intelligemment politique, parce qu'en plus, ça passe par une relation entre deux personnes de milieux sociaux complètement opposés. Une très riche et dédaigneuse femme, en plus de milliardaire, mais voilà, en fait, et un petit moussaillon, en fait, qui est engagé un peu presque de force, d'ailleurs, sur ce bateau, parce que finalement, il était pas spécialement... Et lui, il est communiste. Et lui, il est communiste, et elle, évidemment, elle est tout sauf communiste. Et en fait, quand ils se perdent en mer et qu'ils se retrouvent sur cette île qui n'est qu'un rocher dans l'eau, parce que là, pour le coup, il y a absolument rien, pas d'habitation et tout, se joue la lutte des classes, mais qui va passer par une forme de lutte amoureuse aussi, quoi. Et le fait de devoir se débrouiller sur une île déserte et de chercher à manger, et que, évidemment, la femme de milliardaire, elle sait rien faire et elle a aucune habilité à se fondre dans cette nature. Donc il y a une sorte de jeu génial là-dedans. Enfin, et moi j'adore. Enfin, vraiment, puis c'est hyper drôle. Ils se battent. Il est un peu macho, évidemment. Ah bah mais- oui, complètement. Mais voir ce que Bon, c'est une la époque nature, aussi. le soleil, Ouais. la mer, tout ça font à ces corps-là aussi. Oui. Et Bah, comment ils sont en révèle une lutte forme de ou pas. sensualité, de C'est- lutte, de guerre, et en même temps, ouais, de qu'est-ce qu'il faut faire pour survivre aussi. Comment on amadoue la nature aussi pour survivre, quoi. Donc voilà, pour moi, c'est 3 films vraiment d'îles qui sont géniaux, quoi. Mais dans la deuxième question du portrait qu'on t'a posé, on t'a demandé si tu étais un maquillage au cinéma, lequel serais-tu? Et tu nous as répondu le maquillage de Winslow dans le film de Brian De Palma, Phantom of Qui the n'est pas un Paradise. maquillage. Presque, À un moitié. masque Il y en maquillage. a, c'est un masque, ouais. J'ai surtout répondu ça parce que pour moi, c'est un très très grand film sur l'industrie musicale. Que le Fantôme de l'Opéra, il y a eu plein de versions du Fantôme de l'Opéra. Phantom of Paradise, c'est une sorte de version des années 70, je pense. C'est 74, voilà. exactement. Donc mon année de naissance. Et c'est pour ça me définit du coup. et le pauvre Winslow, le pauvre qui se fait littéralement presser le visage dans une presse à disque, Il se fait brûler. retirer ses dents. Voilà, Oui. enfin, il y a vraiment, en fait, il est défiguré par ce que l'industrie de la musique lui fait. Et Physiquement. et physiquement, quoi. Et du coup, ce masque, c'est le masque du compositeur aussi. Et il a quand même derrière un maquillage glam, en fait. Il a quand même les yeux pailletés de bleu, il a de l'eyeliner. Enfin, il est un chanteur glam sous son masque. Oui, il est beau. Enfin, Et il une est fois, beau. Et beaucoup plus beau, en fait, que ouais. lorsqu'il qu'à est l'origine. Et tout d'un coup, il a du style, quoi. Et d'ailleurs, je sais pas si les Daft Punk sont inspirés de ça mais je pense que oui, ouais. C'est un masque qui a infusé toute la pop Ouais. culture après. Et en fait, je pense que ce film, c'est un résumé de la pop culture de l'époque. Et en même temps, il a influencé un nombre infini de compositeurs, de musiciens et tout ça derrière. Et voilà, je pense qu'il y a un truc comme ça de presque d'essence même de ce que c'est que la musique pop dans ce film. Et c'est d'ailleurs, j'y pensais là quand je revoyais tes clips dans ma tête, mais tu te maquilles aussi toi beaucoup les yeux dans tes clips. Bref. Il y a Ça- peut-être quelque chose, effectivement. qui Mais vient de oui, là. en tout cas, je pense que le regard du musicien, enfin, ou du chanteur qui s'adresse à son public, c'est quelque chose
Et de toute façon, je crois qu'on peut pas être sur scène sans être un peu grimé quelque part. C'est le lieu où on se réinvente en fait. Donc finalement, ce qu'on est, c'est pas vraiment. Même les chanteurs qui viennent en tant qu'eux-mêmes, en fait, je crois qu'il y a vraiment une mise en scène de soi-même et donc c'est un maquillage. Le fait d'être sur scène et de chanter, c'est un maquillage en soi, quoi. Mais on va continuer à être sur scène parce qu'on t'a demandé en troisième question, si tu étais une scène dansée au cinéma, laquelle serais-tu? Là, tu nous en as cité 2 qui sont particulièrement loufoques et drôles. Il y a la première qui est dans Les hommes préfèrent les blondes, Ouais. où on voit c'est Jane Russell qui danse au milieu d'hommes en slip Ouais, et qui ça, j'adore. demande de... C'est l'inverse du machisme, du coup. Oui, et elle demande si quelqu'un est là pour l'amour. Et la deuxième scène que tu nous as citée, c'est la scène de fin de All That Jazz de Bob Fosse, où justement c'est une danse qu'il fait alors qu'il est en train de mourir. C'est une danse de délire dans son cerveau, en fait. Il est sous morphine, il est en train de mourir à l'hôpital et c'est son dernier rêve, finalement. Et c'est pareil. Enfin, en fait, ce que j'adore, j'adore Bob Fosse, vraiment. Je pense que parmi les comédies musicales que j'aime le plus, les 2 préférées, c'est Sweet Charity et All That Jazz. Mais en fait, j'aime beaucoup aussi ça, c'est-à-dire, il y a vraiment quelque chose aussi qui raconte la fin de la comédie musicale, hollywoodienne, en fait, dans ce film. La fin d'un monde, en fait et la fin d'une époque, comme ça, où il y avait, des moyens, phénoménaux et d'ailleurs, je m'étais un peu intéressée à ça, mais il me semble qu'après, il y a plus que des films musicaux. Il y a plus de comédie musicale en tant que telle, en fait, aux États-Unis pendant toute une période. Et en fait, le film, il est très métaphorique. Le personnage principal qui est chorégraphe, metteur en scène de comédie musicale à Broadway, il se crame dans son travail et il va trop loin. En fait, il est dans une sorte de frénésie de création qui fait qu'il va mourir de ça, quoi. Et on comprend. Et cette dernière scène, elle est géniale parce que elle met il est sur un plateau et il va adresser quand même une sorte de message d'amour à tous les gens qu'il a maltraités dans sa vie parce qu'il a fait passer l'art avant tout, quoi. Il y a vraiment quelque chose de sublime et puis les femmes sont habillées avec Avec les des veines qui costumes ressortent. voilà comme des écorchés, en fait. Et voilà, et en fait c'est son délire d'hôpital aussi qui se mêle à tout ça et je trouve que c'est magnifiquement fait. Il y a vraiment et la musique est géniale, le présentateur télé qui chante avec lui, enfin toute cette mise en scène est très glam aussi, en fait, Très joyeuse. et très joyeuse. Bye bye life, Ouais, voilà. en fait. Et aussi parce que la musique, c'est ça. Enfin, je pense qu'il y a quelque chose comme ça d'essentiel où la comédie musicale, c'est ça, c'est que quoi qu'on raconte, même si on raconte des choses les plus tragiques, il y a une sorte d'énergie de vie et de joie très intense à être dans la comédie musicale, quoi. Et pour Jane Russell, c'est juste parce que mon fantasme, c'est quand même de faire des... En fait, j'adore... moi, j'ai grandi en partie... Donc, mon grand-père maternel, il avait un centre de kinésithérapie avec une salle de gym. Et on passait tous nos dimanches à aller faire un peu de la gym entre cousins là-bas avec lui. Donc, on a grandi dans cette atmosphère comme ça de gym. Et c'est vrai que j'ai toujours rêvé de faire des clips ou des films... dans un endroit comme ça parce que c'est bon, à la fois érotique, c'est à la fois complètement loufoque, comme vous disiez. Puis les slips de l'époque. Les slips de l'époque sont super et elle surtout, elle est extrêmement belle, elle est en tenue noire, vraiment de soirée, pas du tout de gym et elle est vraiment extrêmement dédaigneuse à l'égard de ses garçons. Elle les pousse, bon finalement c'est elle qui finit dans l'eau, mais c'est hyper drôle en fait. Et puis elle a quelque chose en fait elle les domine, ces athlètes. Ils ont beau être forts physiquement, en fait c'est elle qui a le pouvoir, quoi. Et pour moi c'est une scène extrêmement féministe. Et elle est géniale, enfin elle est hyper belle, elle chante hyper bien, la chanson est superbe aussi. Donc pour moi il y a tout réuni comme pour moi c'est une sorte de clip idéal en fait de chanson, ça. Mais il y a beaucoup dans ce film Les hommes préfèrent les blondes, que ce soit des chansons de Marilyn ou des chansons de Jane Russell, c'est des clips à part entière en fait. Oui, voilà, ouais, c'est une sorte de série de numéros en fait, et aussi c'est ce que j'aime beaucoup, je regarde très souvent ce film. Enfin, pour me détendre, parce que j'adore il y a ce côté, ouais, et on est au cabaret, quoi. Et ils y vont à fond dans Marilyn Monroe qui est là juste pour l'argent et qui ne veut que quelqu'un de mais elle est très, hyper très maligne riche. parce qu'elle dit toujours quand même les mecs, il faut leur faire... Enfin, moi, j'adore ce film parce que très souvent, il y a plein de gens qui me disent « Mais non, c'est pas féministe, elle est complètement con et tout. » Mais pas du tout. Elle dit...
attends, les mecs, il faut leur donner ce qu'ils veulent, sinon tu n'obtiendras aucune tranquillité, quoi. Et en fait, elle est beaucoup plus maligne que Jane Russell, qui est beaucoup plus rentre-dedans, qui est romantique, qui est pure, qui veut pas, et tout ça. Elle a compris, en fait, comment le monde marchait, Marilyn, en fait. C'est elle qui a capté les choses, quoi. Et donc, justement, j'adore cette ambivalence entre la blonde et la brune qui devrait être la méchante, justement, celle qui comprend tout, et en fait, qui est la plus pure de toutes. Il y a comme ça, ce film est super. Et c'est une œuvre d'art totale aussi. Ouais. C'est Howard Hawks. Mais alors... Donc voilà, grand quand même. Je pense que c'est une de ses seules comédies musicales et donc très grand réalisateur de films aussi. Et tout d'un coup, quand il s'essaye à la comédie, ça devient plus qu'une comédie musicale. Ça devient d'ailleurs plus qu'un enchaînement de numéros en fait, parce que l'histoire qui est racontée assez finement, cette relation entre les hommes et les femmes est très finement amenée, quoi. Après avoir rapidement évoqué le format du clip au cinéma, nous avons interrogé Barbara sur la place que tiennent les formats courts et le support argentique dans ses pratiques de spectatrice, mais également dans sa démarche artistique. En fait, pour moi, le format, c'est pas un marqueur en fait dans le travail. Je sais pas comment dire, mais il me semble que moi, par exemple, si j'avais eu plus d'argent pour faire mon film, j'aurais essayé de faire un long. Enfin, voilà, si j'avais pas été dans la résidence au film, enfin, si les circonstances avaient pas fait que j'étais obligée de faire un cours de 25 minutes, bon, moi, j'aurais pris plus le temps, en fait. C'est aussi ça, c'est-à-dire, je pense qu'on fait du cinéma beaucoup aussi en fonction des moyens qu'on a. Donc, voilà. Et je pense que commencer à faire du cinéma, c'est souvent s'essayer sur un court. C'est très rare les réalisateurs qui commencent par un long directement, ou alors ils ont fait des choses à la télé avant, ou voilà. Mais donc il me semble que bon, ce format pour moi, après, pour moi le format par exemple clip, c'est un format. Parce que ça dépend de la chanson, ça dépend du support en fait, musical. Le cours, c'est un exercice, je pense, imposé. Voilà, et c'est aussi, je pense, que parfois les réalisateurs font des cours parce que leur idée de film ne tient que dans un cours, oui. N'a qu'une durée restreinte, mais due aux propos en fait qui soutiennent en fait. Et en fait, je crois que c'est surtout ça pour moi finalement. Le court-métrage, il existe en tant que tel pour un réalisateur quand il se dit ça va être une idée de 10 minutes et je ne pourrais pas le développer plus ou je ne sais pas quoi, mais enfin, pour moi, c'est ça, quoi. Et toi, en tant que spectatrice, parce que souvent, en fait, il y a beaucoup de spectateurs qui dédaignent un petit peu le court-métrage en pensant que c'est justement comme des films carte de visite, des choses comme ça. Ah non, alors que parce toi, que c'est pas vrai. En fait, je pense que non, bah justement, il y a plein de réalisateurs qui font des cours pour faire des cours. Et quand j'étais jury au festival des Champs-Élysées Film Festival, dur à dire. Et ben voilà, je regardais les films, je regardais surtout comment le film. Il y a des films documentaires courts qui étaient géniaux, notamment un qui racontait des sorties de prison aux États-Unis. Et c'était juste le moment où les mecs sortaient de prison, se rendaient dans un endroit où ils allaient pouvoir acheter un téléphone portable, prendre des fringues et tout ça, et rentrer chez eux. Et c'était juste ce moment-là. Et en fait, je sais pas combien durait le film, mais peut-être 40 minutes, je sais plus. Mais en tout cas, voilà, cette durée-là, je me suis jamais posé la question. C'est-à-dire le film, maintenant j'ai des images et je garde des souvenirs de ce film et de ces prisonniers qui sortent, de cette errance dans laquelle ils sont à ce moment-là. Et c'est ça qui me reste. Et je me suis pas dit, le film dure 40 minutes. Je m'en fous. Bah, c'est très bien comme ça, justement. Alors par contre, je pense que la question suivante, en fait, à laquelle on a pensé, t'apporte un peu plus encore, parce qu'elle concerne la pellicule. Il y a certains de tes clips qui ont été tournés en pellicule, comme le dernier que tu as réalisé, que tu as fait celui avec de Marie, Loisier, qui, elle, est très attachée à la pellicule, justement. Elle tourne quasiment qu'en pellicule. T'en as tourné un autre aussi avec des images d'enfance, je crois, de famille aussi. Et donc, on voulait en savoir un petit peu plus sur ton attachement à ce format. Alors pour moi, je pense que la pellicule, bon, moi j'ai grandi, mon père il travaillait chez Polaroid et donc on avait que des appareils photo Polaroid quand j'étais petite
Et on avait aussi, ils avaient développé un système qui s'appelait Polavision et qui était en fait un système de film Super 8, mais qui se tournait directement sur cassette et on mettait la cassette dans un appareil Polavision qui permettait de regarder le film. Donc il n'y avait pas besoin de l'autre côté, dans mon autre famille, de développer. Puis il n'y avait pas besoin de mettre le film de faire tout le truc technique. C'était beaucoup plus instantané. Ouais, c'était instantané. Du coup, c'était le film Super 8 instantané. Donc nous, on a grandi avec ces images-là. Donc je pense que j'étais impressionnée. Enfin, pour moi, c'est ma culture d'une certaine manière. Et après, je pense que j'ai toujours aussi parce que j'aime le cinéma hollywoodien, aussi parce que je pense que voilà, il me semble que la lumière a une profondeur supplémentaire dans la pellicule. Il y a un grain, il y a tout un... En fait, on rentre, je trouve, plus dans la lumière avec la pellicule. Là, moi, ce que je déteste aujourd'hui, c'est les écrans dans les hôtels. Je sais pas, il y a une sorte de réglage où on a l'impression vraiment d'être... La vidéo, pour moi, elle écrase, elle glace en fait l'image. Et donc, pour moi, il y a une sorte de chaleur, il y a une sorte de vie supplémentaire en fait à la pellicule. Donc, c'est ce que j'apprécie particulièrement. C'est pour ça que je voulais tourner mon film au départ en pellicule, mais en fait, c'était beaucoup trop cher. Et surtout pour tourner des scènes de comédie musicale où on est obligé de reprendre et reprendre parce que chorégraphie plus chant plus tout ça à tourner, ça faisait beaucoup. Donc en fait la pellicule comme ça coûte hyper cher. on peut pas en user jusqu'à voilà. Donc à moins de faire comme fait Marie, c'est-à-dire avec des idées hyper précises, une sorte de mise en scène déjà super travaillée, ou ce que fait Bertrand Mandico aussi aujourd'hui, quoi. Et du coup, de pouvoir faire ça comme ça. C'est drôle, c'est vrai que quand on t'a posé cette question, tu nous as répondu par des cinéastes qui explorent vraiment le côté organique et y a Pierre le Clémenti côté chaleureux. aussi, et donc, Pierre Clémenti qui a fait un film qui s'appelle Soleil aussi. Donc, voilà, c'est ça. Je pense qu'il y a une irradiation qu'on ressent dans cette technique, quoi. Enfin, il y a vraiment... Enfin, moi, c'est ce que ça me fait directement. D'ailleurs, il y a plein de films expérimentaux, voilà, qui sont faits en pellicule aussi. Je pense que il y a quelque chose de la matière, en fait, du travail de la matière sur la pellicule qu'on voit plus, en fait. Est-ce que en tant que spectatrice... Puis on peut travailler, en plus on peut écrire dessus. Enfin, il y a eu plein de films comme ça. Oui, on peut questionner le support. Mais justement, est-ce que en tant que spectatrice qui pourrait aller au cinéma comme ça aujourd'hui, ça te manque un petit peu ou tu te poses un peu moins la question quand même? C'est pas ça. En fait, c'est que quand c'est de la pellicule, j'ai un plaisir supplémentaire et j'ai l'impression d'être plus à l'intérieur du film. Je sais pas, c'est comme si ça m'absorbait en fait. La pellicule m'absorbe plus quand je la visionne. Donc j'ai plus de plaisir simplement. Après, ça me manque pas du tout. En plus, aujourd'hui, avec les techniques d'étalonnage qu'il y a, on peut faire tous les effets possibles. Et franchement, c'est assez rare qu'on voit quand un film n'a pas été tourné en pellicule, mais qu'il y a des effets de pellicule dessus. Bon, les spécialistes le reconnaissent, mais moi, je me laisse assez prendre au jeu. Je suis plutôt une bonne spectatrice. Oui, t'es pas dans la fétichisation du support non plus. Non. Mais je comprends par contre qu'on le soit. Je comprends qu'on le soit et que ce soit... En fait, pour moi, c'est comme travailler avec un instrument ou un autre. C'est comme travailler avec tel synthé plutôt que tel autre. En fait, le grain du son est vraiment... C'est comme travailler sur bande, en fait. Très souvent, nous, quand on enregistre, parfois, on fait des essais, on réenregistre sur bande et donc ça rajoute du grain et ça rajoute aussi cette profondeur, en fait, du son. C'est la même chose, en fait. C'est vraiment... c'est comme préférer un disque vinyle ou un CD, en fait. C'est vraiment que... Je pense que quand même on est sensible et plus on connaît les supports et tout, et plus on est sensible aux infimes différences qu'il y a vraiment. Et ça, c'est nos yeux et nos oreilles s'aiguisent au fur et à mesure du temps. Moi, quand j'ai commencé à faire de la musique, franchement, j'entendais pas la différence avant d'expérimenter en studio et de passer des heures à écouter. Ou alors de dire, tiens, je vais faire un mastering sur bande parce que voilà, ça ramène de la chaleur, etc., quoi. On va passer à la troisième partie de notre portrait qui s'intitule Mémoire et sommeil. Donc on va rester un petit peu dans le rêve. Et on t'a demandé la première chose qu'on t'a demandé, c'est le film que tu aurais aimé rêver. Et là, tu nous as répondu par 2 films. Le premier qui paraît assez évident d'une certaine manière, c'est La Belle et la Bête. Complètement évident, mais en fait, Cocteau, je m'en lasse pas, puis je reviens souvent à Cocteau. Même Le Testament d'Orphée, enfin, tous ces films, en fait. Pour moi, La Belle et la Bête, c'est un film prodigieux, quoi.
en termes C'est un rêve et c'est un rêve. entier. Et voilà, c'est un rêve, c'est un conte. Déjà, c'est l'idée du conte. Donc, en soi, déjà, le conte, c'est une sorte de rêve. Mais surtout, la Tout paraît suspendu, en fait. Tout paraît sur un fil et tout Ouais. peut se casser au moindre moment. Oui, puis en fait, on comprend pas comment il a fait. Moi, Serge Beson, il m'a offert le journal du tournage, mais quand on voit le film, on comprend absolument pas comment c'est possible, en fait. Et du coup, pour moi, il y a vraiment ça, c'est-à-dire tout, même les statues vivantes, les mains, voilà, les chandeliers, enfin, tout ce qui se passe dans le film, les effets qu'il fait, c'est incompréhensible. Et c'est des idées de rêve, un petit peu ces mains qui Et sortent de ouais. l'ombre, ce costume. Bah, en fait, ouais, c'est la métamorphose du rêve, en fait. On sent que Cocteau, il y a mis tout de l'onirisme qu'il pouvait, je sais pas comment dire. Et justement, parce qu'il y a la magie du conte, il a vraiment pu aller très très loin, même voilà la métamorphose de la bête à la fin, même si on voit un peu et tout comment c'est fait, ou les bijoux dans le pavillon là qui sont protégés, enfin tout quand tout se transforme aussi. Je sais pas, il y a vraiment une grâce et une magie en fait dans le cinéma de Cocteau, je pense, qui est hyper rare et qui est aussi due à son âme de poète. Enfin, vraiment, il y a vraiment quelque chose de. Je pense qu'il poétise la façon de. Enfin, c'est une façon de faire de la poésie en filmant, quoi. Et La Belle et la Bête, il y a vraiment ça, quoi. Et l'autre, j'y pensais parce que Quentin Dupieux. On se demande si t'aurais vraiment voulu le rêver, réalité. Bah en fait, c'est un cauchemar, Oui, réalité. c'est un cauchemar. Mais en fait, non, c'était plus pour parler du rêve. Effectivement, j'aurais pas voulu le rêver, quoique quand même, quand il est dans la bagnole et qu'il rêve. Oui, et qu'il Quand hurle. elle a Chabet dans la bagnole. Et qu'il rêve qu'il va avoir le prix, le César, ou je fais l'Oscar du meilleur cri au d'horreur au cinéma. Franchement, c'est tellement drôle que même en rêve, je pense que ça peut être hyper drôle de rêver de ça. Et je soupçonne d'ailleurs Quentin Dupieux d'avoir rêvé de ça, en fait. Et de l'avoir mis dans le film. Ouais, je sais pas, il y a quelque chose. Ouais. Mais rien que de l'avoir imaginé, d'avoir imaginé un rêve comme ça, c'est très drôle. Et c'est pareil, c'est une image de rêve avec ces visages qui sont complètement lisses. Ouais. C'est vraiment une image de cauchemar. Enfin, comme Cocteau, il y a des trucs où on s'imagine vraiment les rêver. Oui, quoi. voilà, c'est ça. Mais surtout, tu parlais du fait qu'il y avait un rêve dans un rêve dans un rêve. Bah, aussi, en fait, ça épouse la logique. Voilà, du en fait, rêveur pour aussi. moi, c'est-à-dire que c'est peut-être pas un rêve que j'aurais aimé faire, réalité, mais par contre, c'est vraiment la logique du rêve en tant que tel. C'est-à-dire, je pense qu'à part la vie de Mulholland Drive, ou peut-être les films de Cocteau aussi, mais enfin, pas La Belle et la Bête, parce que c'est plus le conte, mais le Testament d'Orphée, la mort C'est le Testament d'Orphée ou la mort d'Orphée, du poète. Le sang d'un poète. Le sang d'un poète, voilà. Du coup, là-dedans, on peut vraiment, on est dans le rêve, en fait, pour moi, très directement. Réalité, c'est plus contemporain, mais il y a vraiment ce truc que à chaque fois qu'il se passe une scène, par exemple, quand ils vont chasser et que la petite fille, en fait, elle est là, elle s'adresse quand elle va trouver les cassettes dans le sanglier qui a été tué. C'est une image de rêve. Enfin, on peut pas faire. Enfin, voilà, il y a un truc qui fait que même dans le pire film d'horreur, en fait, bizarrement, on pourrait pas l'imaginer comme ça. Donc, Quentin Dupieux a trouvé un truc fou, je trouve, dans sa logique. Et puis, c'est surtout que ça recommence et ça recommence et ça repart, comme dans les cauchemars où on essaye de rediriger son rêve vers quelque chose de plus joyeux, de récupérer les choses, ou les rêves lucides, par exemple. Et donc, je trouve qu'il a fait une sorte de synthèse, en fait, de la dynamique du rêve, de comment le cerveau marche pendant les rêves, en fait, que je trouve épatante, vraiment épatante dans son film. Mais on va rester un petit peu dans cette logique du rêve parce que dans la prochaine question qu'on t'a posée, c'est le son, la musique ou la chanson qui te hante. Et tu nous as dit, ta première réponse était In Dreams, dans le film Blue Velvet de David Lynch. Donc on est quand même dans cette logique du rêve aussi. Oui, mais parce que Roy Orbison, il chante sublimement bien et je pense que sa voix hyper chaude et justement le fait qu'il soit extrêmement éloigné du cauchemar, lui, ça met une sorte de contrepoint et de malaise hallucinant à cette scène. Et il y a quelque chose comme du manque qui se crée à cause de cette chanson qui est d'une chaleur et d'une beauté folle. Et puis bon, c'est toute l'Amérique des années 50 aussi, quoi.
Mais d'ailleurs, les 3 chansons que tu nous as citées, donc c'est celle de Moon River, de Diamant sur canapé, et celle dans Sweet Charity, The Rhythm of Life, c'est des chansons qui ont un peu tout le même rythme, cette chaleur, qui est vraiment très significative de l'Amérique des années 60, et qui est vraiment comme une balade amoureuse très chaude, très entraînante. Et voilà, ces 3 chansons se répondaient un petit peu, je trouvais, toutes les 3. Bah ouais, alors c'est parce que je pense que aussi moi dans le cinéma, je trouve que quand les chansons apparaissent, enfin ces chansons-là quand elles apparaissent, elles font un effet hyper impressionnant en fait, et elles participent à l'évolution du film en fait. Donc elles racontent, elles sont en train de raconter à la fois un état d'un des personnages, et en même temps elles permettent de faire avancer la narration. Il y a quelque chose vraiment, et du coup le génie des cinéastes c'est d'arriver à créer ça quoi. Et aussi parce que je pense que moi j'ai une base, je pense quand même de référence qui est quand même dans ce cinéma-là. 13 années 60. 13 années 60, ouais. Et même dans la musique, il y a quelque chose, je sais pas pourquoi, parce que pourtant, je suis pas du tout née à cette époque. Mais les années 60 et les années 80, pour moi, c'est des périodes très importantes dans la pop culture. Dans la pop culture, voilà. Qui, du coup, moi, je pense, m'ont beaucoup influencé aussi pour faire ce que je fais. Pour sa carte blanche, Barbara se rappelle de la pupille de la corneille ouvrant le film Opéra de Dario Argento et en profite pour évoquer son penchant naturel pour les œuvres totales, les télescopages musicaux en tout genre et les histoires racontées en musique. On est dans l'œil d'une corneille, dans la pupille d'une corneille, on voit un théâtre, et donc un théâtre, plutôt un opéra en fait. On entend, pendant qu'on voit cette image, on entend un air de Macbeth de Verdi. Et puis tout à coup, on voit le visage du corbeau, assez proche. Et ce corbeau, il croasse. Enfin, c'est plutôt une corneille, je pense, parce que c'est des corneilles qui sont noires comme ça. Et elle croasse pendant l'air d'opéra. Et elle interrompt du coup la chanteuse, qui donc on découvre que cette chanteuse est en train de chanter. Elle est en train de répéter cet air, et elle supporte pas que le corbeau l'interrompe perpétuellement dans ses répétitions. Donc elle hurle contre le metteur en scène. Elle lui hurle dessus que ça suffit, ces conneries de corbeau, qu'il faut arrêter avec ça. Elle a jamais vu une mise en scène pareille, c'est complètement pourri. Et elle s'interrompt une première fois, puis elle reprend, puis elle se réinterrompt, elle est de plus en plus en colère. Et là, elle balance sa godasse sur la corneille. Une godasse rose fluo. Une godasse rose fluo qui blesse réellement le corbeau, qui vient se ratatiner sur la scène. Et on aperçoit donc cette scène, on découvre en fait ce qui est réellement en train de se passer. On est la chanteuse. On est la chanteuse, on est sur scène. D'abord, on est complètement obsédé par ce corbeau, et puis tout d'un coup, on est face au metteur en scène qui est Blond Platine, qui vient du cinéma. Ça, on l'apprendra plus tard, mais qui est un metteur en scène de cinéma qui met en scène de l'opéra, donc assez iconoclaste du coup, ça se voit. Il y a il y a la personne qui s'occupe des corbeaux qui est complètement ulcérée par ce qui vient de se passer, et a raison, c'est-à-dire pourquoi maltraiter ce pauvre animal qui ne fait que réagir comme il peut et qui a été mis là contre son gré, de toute façon, et elle est complètement ulcérée, et elle hurle, elle se barre, et donc en fait on est elle et on la suit, c'est-à-dire le point de vue de la caméra c'est elle en fait. Et donc il y a le directeur du théâtre qui la poursuit en lui disant mais ne partez pas. Elle traverse le hall, il y a des gens à sa suite et tout ça, et donc on est comme ça, et puis finalement elle sort du théâtre, et là il y a une horde de journalistes qui l'assaillent, qui lui demandent je sais pas quoi avec des carnets, on sait pas. Elle rejette tout le monde, et là, du coup, on sort de son point de vue et on est dans la rue, donc en Italie, je sais pas où, dans quelle ville, et j'ai oublié. Et elle traverse la rue et il y a une bagnole qui la bute. Voilà.
Et c'est comme ça que ça commence. Et c'est comme ça que commence le film, et c'est complètement inouï. Bon, déjà, ce qui est inouï, c'est la pupille du corbeau, et de voir l'opéra, et d'entendre cette tête d'opéra à travers l'œil d'un corbeau. Pour moi, c'est complètement inouï. Après, quand on sait que les corbeaux et les corneilles sont des oiseaux extrêmement intelligents, et surtout qui retiennent les visages des gens, en fait. Ils peuvent identifier les individus. Bon, je raconte pas parce que c'est une vraie réalité dans le film, mais c'est une réalité. Enfin, D'ailleurs, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de ces histoires des animaux qui ont une intelligence beaucoup supérieure à celle qu'on imagine, etc. Et lui, il savait déjà ça, en fait, pour tourner ce film-là, puisqu'il s'en sert, en fait. Et la présence des corbeaux, c'est des personnages à part entière. Il les traite comme... Ah bah oui, ils font avancer l'intrigue en plus. Donc voilà. Et donc, pour toutes ces raisons-là, bon, et puis après, moi, c'est ce film, en fait... Le fait de voir les coulisses d'un opéra, de voir comment se passent des répétitions, tout ça, j'ai un plaisir infini, évidemment. Oui, c'est ce que j'allais te demander, c'est aussi le côté sur le monde du spectacle, sur comment on fait un opéra, et puis... Oui, alors il y a ça... ça questionne pas mal de choses aussi. C'est un film un peu sur l'impureté artistique, parce qu'il y a à la fois de l'opéra, et puis en même temps, il met vraiment des morceaux de très très gros rock progressif, du Brian Eno, plein de choses. Je sais pas si ça questionne. Pour moi, c'est naturel. C'est-à-dire, je pense que jamais on est dans un truc où ou alors on fait partie d'une élite ultra bourgeoise ou aristocratique qui se refuse à la modernité, mais je ne pense pas que ça se passe comme ça. En fait, je pense que ce télescopage d'univers artistique est tout le temps présent avec nous, et que pour moi, c'est naturel, et c'est le plaisir que j'ai dans ce film. C'est-à-dire que justement, pour moi, je vais à l'opéra. Enfin, j'allais à l'opéra avant le Covid régulièrement parce que j'adore aller à l'opéra. J'adore y aller parce que j'adore qu'on me raconte des choses en chantant. Et pour moi, l'opéra, c'est l'ancêtre de la comédie musicale. Voilà, c'est l'ancêtre du cinéma, c'est l'ancêtre de plein de trucs. Donc j'y vais et j'ai ce plaisir d'aller écouter des œuvres. Très souvent, je trouve que les mises en scène sont pourries aujourd'hui et sont pas actuelles, justement. Or, il y en a un qui font l'effort de l'être, mais je suis souvent déçue. Mais pour moi, ce film, c'est comme réaliser un rêve, en fait. C'est comme faire une très, très belle mise en scène d'opéra. Dans une esthétique que j'adore, qui est l'esthétique des années 80, quoi. C'est vrai. Et avec, voilà, et en même temps, avec tout ce qu'on écoute à côté, c'est-à-dire, du prog rock, plein de choses, du métal, plein de choses qui font que ça fait vivre d'autant plus l'opéra dans son intensité, en fait, et que ce qu'on écoute, on écoute d'autant plus la voix de la cantatrice avec une fascination particulière, parce que tout ça existe autour, quoi. Mais alors... il faudrait que je revérifie ça, mais je pense que la raison qui a poussé Dario Argento à faire le film, c'est que justement, on lui avait refusé une mise en scène de Madame Butterfly, je crois que c'est ça. Il y en a eu d'autres. Ou d'un autre opéra, mais en fait, lui, il voulait vraiment mélanger la musique noble, entre guillemets, et puis la musique populaire, en fait, et ça lui avait été refusé aussi. Ouais. Je pense qu'il avait d'autres tentatives d'expérimentation à côté, et il se reconnaît beaucoup dans le personnage du réalisateur. Oui, on sent que c'est lui, mais justement, en fait, moi, ce film, je le trouve vraiment renversant, puis bon, la fin est tellement folle. Et psychanalytique, et en même temps, enfin, pour moi, il y a une espèce de truc de vivacité hallucinante, justement, de ce rapport à l'art, à la psyché, et puis bon, à son époque aussi, et puis que effectivement, je pense qu'un créateur fait pas de distinction entre les styles, que c'est un faux débat, en fait. Dans cette dernière partie, celle qui a chanté et filmé la période charnière de l'adolescence nous évoque quelques-uns de ses teen movies préférés, tantôt iconiques, tantôt plus rares, mais toujours précieux. Puis, nous avons changé d'espace-temps pour nous demander quel serait le meilleur film à montrer aux extraterrestres. Non, mais John Hughes, c'est quand même le grand maître des teen movies. Et ça, j'ai découvert assez tard. C'est Benjamin Ezrafo, avec qui je travaille sur scène, mais qui fait aussi des musiques de films de Serge Boson et d'autres, et de Nicolas Pariser notamment, etc., qui est complètement fan de John Hughes. Et c'est par lui que j'ai vu 16 Candles. Et tu nous as cité aussi Rose Bonbon. Et Rose Bonbon, les deux, en fait. Mais je les ai revus plusieurs fois avant de faire mon film, en fait. Je sais pas, de toute façon, j'adore les teen movies. J'adore Grease, alors que les mecs, ils ont 25 ans, tu vois. Olivia Newton-John et John Travolta, c'est pas du tout des adolescents. Alors que dans John Hughes, c'est vraiment des ados, pour le coup, ils filment des ados.
pour moi, il y a, enfin, même Carré au bal du diable et tout. Enfin, la problématique adolescente, elle est essentielle. Je trouve que c'est tellement un moment de bascule dans la vie des individus et que c'est tellement, tout est tellement inaugural à cet âge-là que puis la transformation du corps, ça crée effectivement les premiers émois amoureux. Enfin, il y a vraiment, bon voilà, et John Waters aussi, Cry Baby. Enfin, pour moi, je peux pas citer un seul film. Pour moi, c'est plutôt que... De toute façon, j'ai jamais réussi à faire ça, c'est-à-dire à faire des hiérarchies. Enfin, si, je peux en faire globalement, mais il y a des périodes où je préfère tel film à tel autre. Et voilà, ça évolue en fait avec le temps. Donc, d'année en année, je retombe jamais vraiment sur les mêmes préférences. Mais bon, quand même, c'est vrai que les John Hughes, ils ont cette particularité que les personnages sont... Enfin, ils sont... on est vraiment avec eux, on est vraiment au plus proche de leurs au émotions. plus proche de leurs émotions et on les comprend en fait. Il y a une sorte de... C'est comme s'ils filmaient à hauteur d'adolescent. Voilà, lui-même. il filme vraiment l'adolescence telle qu'elle est, je trouve. Et c'est hyper bien mis en scène. Et souvent, en fait, dans tous les films que tu nous as cités, que ce soit Carrie, les John Hughes, Grease ou La Fureur de vivre, c'est que des films en fait où les parents sont soit absents, soit complètement irresponsables. Donc on est vraiment avec les ados de ce point de vue-là, quoi. Ouais, et je pense que quand on est adolescent, on est dans cet état-là d'abandon un peu on veut pas, enfin, on refuse l'autorité parentale, on essaye de se construire une individualité, on se sent éminemment seul en fait. Et je pense que c'est aussi ça le teen movie, il raconte toujours ça, même dans Breakfast Club, quand ils sont enfermés en classe, qu'ils sont punis, c'est aussi, c'est tout d'un coup, on découvre comment on peut aussi se soustraire à l'autorité. En fait, tout le temps ça, l'adolescence pour moi. Enfin, en tout cas pour moi, quoi. Je sais pas, mais il y a vraiment ça, quoi. Et aussi la découverte de sa propre étrangeté, quoi. De ses dysfonctionnements, de tout ce qui agit en soi, quoi. Dans Carrie, notamment. En Carrie, c'est... Bah oui, c'est... Donc, Carrie, c'est carrément l'implosion, quoi. Mais tu nous as cité aussi deux films pour une adolescence tardive. Il y a Mods, dont tu nous as déjà parlé. Bah, Mods, c'est l'adolescence tardive, je trouve. Complètement. Et aussi Steak de Quentin Dupieux, qui est aussi complètement de l'adolescence, même attardée, retardée ou attardée. Complètement. Mais est-ce que tu nous en parlais un petit peu de ces deux films-là? Alors, Mods, en fait, on sent que les personnages... justement, ils sont censés devenir vraiment... Enfin, c'est l'âge adulte, hein, ils sont à la fac. Enfin, de toute façon, c'est pas très bien. Moi, ce que j'adore dans ces deux films, c'est des films qui font référence à d'autres films, en fait. C'est qu'on sent que Serge, quand il met en scène ce campus, c'est un autre campus dont il parle. C'est pas un campus en France. C'est pas la Cité U. C'est pas la Cité U. Enfin, ces personnages, ils viennent d'ailleurs, en fait. Ils ont été... il a reconstruit quelque chose, je pense, d'un cinéma... alors, c'est plus voyant enfin, peut-être pour Serge, c'est comme du cinéma anglais, en fait, plutôt. Et pour Quentin Dupieux, c'est vraiment les teen movies adolescents à la fac. Ils sont tous super débiles. Sachant qu'il a pas tourné en France, justement, ce film, il l'a tourné au Canada. Ouais, voilà. Et ça déracine complètement le film. On voit, en fait, on ressent, même si on n'a pas vu ces films de référence, on ressent qu'ils font du cinéma sur du cinéma, en fait. Je crois qu'il y a ça. Et du coup, ils mettent en scène des personnages qui sont un peu hors sol aussi, quoi. Du coup, c'est pas du tout effectivement John Hughes. Il y a une forme de distanciation à chaque fois, je trouve, dans ces deux films, mais aussi qui fait que tout d'un coup, c'est comme des archétypes en fait qui évolueraient dans une atmosphère qui est totalement décalée par rapport à eux, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. C'est comme s'ils appartenaient pas au monde. Et c'est pour ça que je dis c'est adolescence, parce qu'il y a ce sentiment d'adolescence en fait dans le fait, bon là, dans Mods, il y a une histoire d'amour qui se passe très mal, il y a un mal qui se diffuse, tout ça est complètement mystérieux et bizarre. Il y a un frère militaire et l'autre. Et c'est comme si, voilà, ils souffraient tous de pathologies, même dans Quentin Dupieux. Un peu imaginaire, oui. Ils souffrent de pathologies imaginaires, quoi. Et pour moi, ça, c'est un peu... voilà, c'est un peu des films d'ados attardés, effectivement. Mais donc, on va passer à la deuxième question qu'on t'a posée, qui va complètement ailleurs. C'était le film que tu voudrais montrer aux extraterrestres. Et là, qui était un peu une question tirée par les cheveux, je l'avoue, mais
Mais de par ton parcours, on s'est dit que ça pourrait être une question pas mal. Et la réponse était pas mal du tout. C'était La planète interdite de Fred MacLeod Wilcox, qui est un vieux film. Ouais, très vieux. Et tu nous as précisé, parce que tu voulais montrer ce film aux extraterrestres, pour la bande-son. Bah, bien sûr, pour leur montrer comment nous, comment on imagine déjà l'existence extraterrestre. Je pense que c'est quand même très, très drôle. Et par ailleurs, la bande-son, c'est une bande-son de musique électronique. La première musique électronique pour le cinéma, il me semble. Oui, tout à fait. Pardon. C'est la musique de Louis et Bébé Baron. Et Ouais, c'est voilà. les premiers à avoir fait ça. C'est les premiers, voilà. Et c'est les premiers à avoir fait de la musique électronique. Bon, déjà, c'est un couple, c'est une femme et un homme. C'est elle qui composait d'ailleurs. C'est elle qui composait. Et surtout, cette musique a jamais été. Enfin, tout au début, ils n'ont pas pu la déposer comme musique. Oui, elle n'était pas considérée comme musique. Voilà, donc c'est une musique électronique. C'est tellement l'avant-garde en fait de l'époque de la musique qu'on considère pas que c'est de la musique, on considère que c'est de l'habillage sonore, que c'est autre chose, mais c'est pas de la musique quoi. Et du coup pour moi, bon, c'est génial comme musique. C'est des petits sons justement. Enfin, tout est électro, mais en même temps c'est un peu comme si on rentrait à l'intérieur d'un corps. Enfin, il y a quelque chose il y a quelque chose de robotique mais d'organique en même temps dans cette musique. Donc, c'est une musique, mais vraiment fascinante, quoi. Et en fait, je pense que le plaisir, parce que le film est un peu... Enfin, c'est comme un film de série Z de l'époque, sur les extraterrestres. Et il se passe des trucs... Enfin bon, c'est hyper caricatural tout le temps. Mais en fait, la musique rend le film crédible, en fait. C'est ça qui est fou. C'est-à-dire que la musique est tellement étrange. Elle est tellement... c'est tellement des sons de l'époque, enfin voilà, de la préhistoire de l'électronique, on rentre complètement. Je trouve qu'on est fasciné en fait par les sons et que du coup on arrive à se laisser complètement. Donc voilà, je voulais faire entendre ça aux extraterrestres pour qu'ils me disent ce qu'ils en pensaient. Mais ce qui est marrant, c'est que cette musique elle arrive dès le départ et c'est ça qui, comme tu dis, nous fait rentrer dedans. Et puis il y a des scènes quand même savoureuses où la jeune fille qui a vécu sur la planète toute sa vie apprend ce que c'est que d'embrasser un garçon et le fait par politesse. Enfin, il y a des scènes savoureuses dans ce film qu'on n'imaginerait pas d'un film des années 50 qui est aussi, comme tu dis, complètement cliché, parfois complètement machiste. C'est vraiment juste pour ça, faudrait le voir. Oui, exactement. Et alors, on va terminer avec l'une de nos catégories préférées pour conclure. Donc, le film Refuge. Et bah là, pareil, t'as eu du mal à en choisir qu'un seul. Ah, parce que ça dépend des périodes, en fait. Parfois, je voulais vous faire des listes, genre quand je vais pas bien pour telle raison, quand je... Tu vois, ça aurait été pas mal. Mais en fait... le premier film Refuge... Ouais, mais le premier film Refuge que t'as choisi, alors t'as précisé que c'était particulièrement un film pour Noël. Donc c'est mon film de Noël. C'est The Shop Around the Corner de Ernst Lubitsch. Ouais. Et tu le vois vraiment qu'à Noël, du coup, ou tu peux imaginer le voir Ah non, je peux le voir n'importe quand, parce que ce film est sublime. C'est un film d'amour, vraiment. Enfin, pour moi, c'est une comédie romantique. Incroyable, oui. Génialement... Enfin, c'est hyper fin. C'est sur comment on tombe amoureux et tout, et sur même la contradiction des êtres. C'est magnifique. Donc, bien sûr que je pourrais le voir n'importe quel... Mais à Noël, il y a quelque chose de plus, quoi. Parce que, je sais pas... Ces périodes où on est un peu, enfin l'hiver, le retrait, tout, je sais pas, il réchauffe ce film quelque part. C'est vrai. Puis ça se passe dans une boutique. Ça se passe dans une boutique et à un moment de Noël, voilà. Donc il y a cette, voilà, il y a comme ce miroir en fait. Voilà. C'est vrai. C'est comme regarder un film qui parle de nous au moment où, en espérant que ça nous arrive. C'est vrai. Et sinon, alors les autres refuges que tu nous as suggérés, c'est les films de John Waters. Ouais. Alors, il y en a deux sur lesquels on pourrait revenir aussi parce qu'ils font vraiment écho à tout ce qu'on s'est dit jusqu'ici. C'est Cry Baby, qui est quand même un teen movie aussi, et une comédie musicale, ou un film musical, on peut dire. C'est un film musical plutôt. Plus qu'une comédie musicale. Mais ce qui est... Bon, moi, ce que j'adore dans les films de John Waters, c'est que c'est ses acteurs, en fait. C'est sa manière de mettre en scène les acteurs. De choisir ses acteurs. Il y a toujours cette idée vraiment, mais ultra libertaire et transgressif chez lui, de montrer des gueules cassées, de montrer des gens qui sont pas dans une norme esthétique telle que on en voit tout le temps dans les autres films, quoi. Et du coup, pour moi, c'est comme j'ai découvert récemment Cassavetes, que franchement, j'avais jamais vu de film de lui. Et pareil, les gueules dans les films de Cassavetes, quoi. Tout d'un coup, on se dit, mais en fait, c'est ça la vie, quoi. Il y a vraiment
Donc voilà, c'est montrer aussi ce qui est toujours dans la marge et en même temps, il y a des personnages. Enfin, Johnny Depp, c'est un des plus beaux ados de l'époque, quoi. Donc moi, j'ai découvert. Non, c'était sur 21 Jump Street, mais voilà, en fait, il est très jeune, mais j'ai découvert à peu près aussi. C'est juste après 21 Jump Street. Et il a pas fait de film encore, de grands films, Johnny Depp à cette époque. Donc, il y a un truc comme ça de mélanger aussi les genres. Il y a Iggy Pop. Oui, c'est vrai. Enfin, qui est un des parents, quoi. On dit, Il est incroyable. comme père Iggy Pop. Bon, déjà, la famille est super déclin. Voilà, c'est ça. Et donc, en fait, pour toutes ces raisons-là, les films de John Waters, ils font un bien infini. Je pense que, je sais pas, c'est une sorte d'école de vie, quoi, de se dire, hey, oh. Ils sont très joyeux. Mais alors, ce qui est assez drôle, en tout cas pour Cry Baby et aussi pour Hairspray, c'est que il reprend quand même. Enfin, c'est comme des pastiches de films américains, vraiment très très américains, quoi. Oui, en fait, c'est un pastiche de Grise et de Roméo et Juliette et de comment ça s'appelle celui qu'ils sont en train de refaire là, que tout le monde connaît évidemment et qui est le grand, la grande comédie. West Side Story, n'importe quoi. On l'a vu 100 fois. Mais voilà, West Side Story aussi, j'adore. Hein. Je l'ai pas cité là parce que bon, bah c'est quand même la grande comédie musicale de référence. Et les chansons, on les connaît par cœur et tout ça. Mais je sais pas, en fait, John Waters, j'étais un peu obsédée. Puis là, en plus, j'ai lu son qui vient de sortir là. Lui aussi, il a une gueule quand même, John Waters. Oh ouais, mais c'est un petit mignon quand même. Hein. C'est un petit enfant mignon. Il a un style. Ouais, il a un style. C'est un dandy. Il y a quelque chose de voilà, il s'habille, il se fait ses petites moustaches fines et tout ça, mais il est quand même très élégant et tout ça. C'est pas, mais voilà, en fait, c'est aussi que c'est tout un monde queer en fait avec lequel il a grandi et qu'il assume totalement et qui revendique en fait à l'image. Et c'est ça qui est super beau aussi parce que lui, ça fait depuis, enfin, en plus avec les films les plus, enfin et voilà, il voulait être le mec le plus dégoûtant du monde. Et je pense qu'il a réussi un peu avec cette fameuse scène de Divine. Ouais, quand Divine mange la... Mais bref, la crotte de caniche. C'est ça. C'est immonde, il faut pas regarder ça. Mais non, c'est vraiment écœurant. Mais par contre, dans Hairspray, dans Cry Baby, ce qu'il fait, c'est que c'est du pastiche de films américains des années 50. Et en même temps, il y amène, lui, toutes ses aspérités, en fait. Il y amène... En fait, je trouve que c'est une sorte d'équivalent à David Lynch, mais du côté joyeux, en fait. C'est-à-dire, David Lynch, toute la noirceur américaine, sous un vernis hyper esthétisant et tout, c'est sublime. Enfin, il y a vraiment... Et atmosphérique. Et lui, c'est la déglingue. En fait, c'est même côté. C'est-à-dire, il montre aussi les travers de l'Amérique, mais sous une déglingue et quand même... Une aussi, exubérance. Et une exubérance, un côté hyper baroque, et c'est joyeux. Et ça reste joyeux, quoi. Enfin, Dirty Shame, par exemple, qui est mon film sur le cul le préféré au monde, parce que ça raconte à quel point la sexualité n'est pas une perversion. En fait, malgré tout, il est dans une sorte de liberté juste et morale... John Waters. Et en fait, c'est ça qui est hyper beau dans ces films. Et tous ces personnages, ils respirent ça. Alors que très souvent, enfin voilà, il y a des films de méchants, enfin il y a des rôles de méchants. Et encore, les méchants sont pas vraiment méchants. Enfin, on sent qu'il y a une sorte de grande humanité en fait chez John Waters et de grande. Ouais, je trouve qu'il magnifie, alors qu'il montre le pire. Le pire, il magnifie en fait complètement l'existence, quoi. Donc c'est pour ça que c'est des films refuges aussi. Et tu les revois souvent? Et la musique est géniale. Il a grandi, je pense, dans les années 50, donc il y a beaucoup de morceaux de musique, enfin de chanteurs même très peu connus, mais que lui, il a entendu genre 2 fois à la radio à l'époque. Il s'est acheté les disques. C'est aussi un collectionneur de disques. Donc, il y a aussi ça, c'est-à-dire c'est aussi quelqu'un... Il y a de la musique tout le temps, ça fait partie du film, et c'est de la musique populaire aussi. Je les vois de temps en temps. Je les vois au fil du temps. Enfin, de toute façon, je crois qu'on est amené à regarder... Enfin, moi, je suis amenée à revoir des films parce que je voudrais me souvenir d'une scène ou parce que, tiens, qu'est-ce qui s'est passé, comment il a mis en scène les choses, parfois pour m'inspirer pour une chanson, ou pour écrire, en fait, c'est des références, en fait. Mais on va finir là-dessus. Un grand merci à Barbara Carlotti pour son temps et sa générosité. Nous souhaitons également remercier Élodie Imbeau, qui nous a permis d'enregistrer dans les murs de la Cinémathèque française. Merci aussi à Gabriel Régnier, fidèle des fidèles, qui embellit notre podcast par sa musique. Et enfin,
Un merci tout spécial à Hugo Cohen qui a encore une fois sauvé le son de notre enregistrement. C'est grâce à lui que vos oreilles ne chauffent pas trop durant l'écoute. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu et de commenter ou mettre des petites étoiles sur votre appli podcast. Cela nous aide beaucoup dans notre travail et nous encourage à continuer. À la prochaine!